écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis et amis de Radio Ma'arif, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire. Aujourd'hui nous allons parler de la succession de Ahmed el-Mansour, le sultan saadien. Et pour ce faire, nous avons convoqué le Mohamed Timoumi de l'analyse historique. J'ai nommé évidemment Sim Mustafa Al-Qadiri. Bonjour. Bonjour, tu m'as fait rappeler celui qui marquait des buts par les corners. Eh ben, Timoumi a marqué sur un corner aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 86. Alors, on a parlé de Ahmed el-Mansour dans un podcast précédent, qui a eu un règne, on peut le dire, plutôt glorieux, marqué par quelques brillantes réussites, on peut dire ça? Oui, c'est le premier à avoir industrialisé le sucre. Jusque-là, tout le commerce international se basait sur tout ce qui est produit naturel. Pas plus. Alors ça, c'est décrit dans un podcast qui est consacré à ce sultan. Aujourd'hui, on va se consacrer à sa succession. Et là, ça a été nettement moins brillant, n'est-ce pas? C'est la catastrophe, carrément. 3 de 6 enfants, 3 khalifas ou gouverneurs, celui de Marrakech, Boufers, celui de Tadla, Zidane, et celui qui était à Fès, le Mamoun, ou surnommé aussi Cheikh, ou bien le Mamoun, qui était l'héritier désigné. C'est en quelle année ça se passe? Ça commence dès 1603. La mort de Mansour par la peste, on dit ta'un en général, donc bon, peut-être c'est la peste, en tout cas une épidémie. C'est connu dans l'histoire du Maroc. Les famines, les épidémies, c'était très cyclique, avec les sécheresses aussi. Sur le long terme, c'était quelque chose de normal. Alors lequel des trois était le plus proche du trône, au début, juste après la mort? C'est le fils qu'on va nommer le Mamoun, et qu'il désigne après comme gouverneur de Fès, et donc une sorte de khalifa sur tout le nord du Maroc jusqu'à la Méditerranée. Et d'ailleurs, la chronique, parce qu'on a une chronique de l'époque, et le Fishtali, le scribe ou le secrétaire du sultan, qui nous rapporte la cérémonie dans le détail absolu, ça se passe à Tamsna. Alors Tamsna, c'était toute la plaine qui va y aller pratiquement d'Esfi jusqu'à Qnitra, jusqu'à l'Arish, c'est-à-dire toute la plaine. Ça se passe à Tamsna, quelque part peut-être Chaouiyad, Kuala, on ne sait pas exactement. Et il lui organise une cérémonie de désignation comme prince héritier, c'est-à-dire le personnage qui va le remplacer. Avec le défilé de l'armée, la présence des chefs des tribus, les notables. Vraiment une véritable cérémonie. Je crois que c'est la première fois que cela a eu lieu. Je crois que c'est une imitation aussi de ce qui s'est passé chez les Turcs. Et tout de suite, donc le Mamoun est désigné comme gouverneur de Fès, sauf que notre Mamoun, dès qu'il arrive à Fès, en tout cas, il devient un autre personnage. Alors d'après toutes les chroniques, alcoolique, carrément, et puis très agressif. Donc il fait beaucoup de bêtises. Et El-Mansour commence à en avoir marre de lui et il essaie d'aller vers lui à Fès pour le prendre, pour le faire prisonnier. Et le fils, le Mamoun, avait, comme on disait à l'époque, les yeux partout, c'est-à-dire des espions qui lui donnaient tous les faits et gestes de son père. Donc dès que son père bougeait de Marrakech avec son armée, le Mamoun préparait la sienne, ou bien il sortait de Fès vers quelque part pour attendre son père. C'est-à-dire, ça y est, la crise s'annonce et la guerre se déclare entre les deux. Donc, à plusieurs reprises, le Mansour ne réussit pas à mettre la main sur son propre fils. De son vivant, donc déjà... De son vivant, il veut le détrôner. D'accord. D'ailleurs, officiellement, il annonce qu'il n'est plus l'héritier, mais il est toujours à Fès avec son armée, ses espions, son staff, son système. Et donc, du coup, le gars presque devient en quelque sorte autonome. Alors, il y a plein de détails, mais par exemple, la fois où le Mansour a réussi à prendre, à faire sortir en tout cas le fils de sa tanière à Fès, il demande à l'autre fils qui est Zidane, gouverneur de Tadla, de ne laisser aucun messager passer dans les deux sens entre Fès et Marrakech. Zidane était le gouverneur de Tadla et exactement, nous avons encore un lieu qui s'appelle Qsbet Zidania aujourd'hui entre Qsbet Tadla et le Fqih Ben Saleh. Il est en ruine, malheureusement, très mauvais état, juste au bord de l'Marbi, et c'était le siège de son pouvoir. Tadla, quand on dit Tadla, c'est la plaine et toute la montagne qui est en face. Historiquement, toute cette région, la montagne du Moyen Atlas qui est en face, historiquement, toute cette région s'appelait le Tadla.
Et donc c'est comme ça que Mamoun, qui était à Fès, n'a pas appris que son père venait. Sauf que quand il est pris par surprise, il s'échappe de la ville de Fès avec sa petite armée, une petite escorte, et il se réfugie dans une citadelle qui date de l'époque almoravide et qui existe toujours, qui s'appelle Qal'a Damergou, à côté de Taounet. Juste dessus, il surplombe le barrage de l'Ouahda aujourd'hui. Et là, il se fortifie, et c'est une longue bataille. Finalement, l'armée de Mansour arrive à lui mettre la main dessus, et il a emprisonné Meknès. Donc il emprisonne son fils. Son propre fils, le Mamoun, dans la ville de Meknès. D'accord. Et c'est là que le Mansour meurt, dans la ville de Fès, suite à cette épidémie, entre la peste et le choléra en tout cas. Et Zidane, qui était le gouverneur d'État de là, était avec son père dans la ville de Fès. Donc tout de suite, il fait le nécessaire pour se déclarer sultan, puisque son père lui est mort entre les mains, et puis il demande aux gens de Fès, aux ulama et à la population de le reconnaître comme tel, ce qui est le cas. Et il donne à son chef de l'armée, qui était le fameux Jodar, qui avait été envoyé à Tombouctou, d'aller lui ramener le Mamoun de Knas à Fès. De sortir de prison. Mais de l'amener prisonnier, D'accord. pas de le libérer. Un transfert. Un transfert. Mais notre Jodar a fait le choix inverse. Il prend le Mamoun et il l'amène à Marrakech, où Boufers était le khalifa de son père. Le troisième fils. Troisième fils. Et pourquoi Jodar a fait ça? Les savoirs, c'est toute une histoire de l'intrigue, les intrigues des armées. C'est pas la première fois et c'est pas Jodar était le bras droit de Ahmed Mansour. en quelque sorte chef des armées parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les Mourisques, ceux qui se sont échappés avant l'expulsion des Mourisques, qui va avoir lieu C'est un Andalou. en Andalou, mais catégorie Mourisque, parce que les Andalous, on peut les distinguer en deux. Ceux qui sont venus jusqu'en 1492, ils s'appelaient toujours les Andalous, mais après c'est les Mourisques. Mais il fait partie de ceux qui sont partis d'Espagne avant l'expulsion des Mourisques qui va commencer en 1606 en pleine guerre civile. Donc Jodar désobéit. Désobéi. Se retrouve avec Mamoun chez Abou Faris. Et Bouffaris qui s'est déclaré sultan à Marrakech parce qu'il était le khalifa de son père et il a revendiqué le droit d'être le sultan à la place de son père et non pas Zidane. Donc on a deux sultans. Deux sultans. Et que fait l'armée de Ahmed Mansour dans cette affaire? Il est divisé. Une partie avec Zidane, une partie avec Bouffaris. Donc Jodar demande à Bouffaris d'aller conquérir la ville de Fès. Et de déloger son frère Zidane. Donc on rappelle, on a donc Zidane qui est à Fès déclaré sultan. Oui. Mamoun et Jodar ont rejoint Bouffaris à Marrakech, Oui. où Bouffaris s'est déclaré également sultan. Absolument. Voilà. Il va y avoir une guerre civile en fait. Et Jodar demande à Bouffaris de monter vers Fès pour la libérer. Mais il lui dit, tu sais, ton fils n'est pas capable de faire la guerre. C'est Mamoun qui est capable de la faire. Donc tu désignes Mamoun à la tête de ton armée qui va partir de Marrakech à Fès pour la conquérir. Et c'est ce qui arrive, bien sûr. Il lui fait promettre de ne pas faire de bêtises, de se déclarer sultan, conquérant, etc., etc. Et l'armée de Bouffaris, sous la conduite de son frère le Mamoun, a vaincu Zidane. à Fès. D'accord. Arrivé à Fès, le Mamoun se déclare sultan. Deuxième trahison. Troisième, donc ça fait une équation à 3, voilà. D'accord, c'est Jodar, j'ai l'impression, qui manipule tout ça. Tel que tu le racontes, je sais pas... Oui, vu ce qu'il a fait, oui. On peut imaginer cela, oui, effectivement. C'est lui qui... Alors Zidane se sauve, il est vivant, il est capturé. Il se sauve, il part vers les Turcs, il va à Tlemcen. D'accord. Il demande de l'aide, bien sûr, aux Turcs. Mais ça tarde, l'aide turque n'arrive pas. On va le voir, il va finir par venir à Sijl-Massa, c'est juste à côté de la frontière, Tafilelt. Et il arrive à convaincre les gens, ils le suivent. Il vient vers Dra, il remonte l'Atlas, et il bat l'armée de Bouffaris à Marrakech. Bouffaris s'échappe de Marrakech chez Zidane, et de nouveau sultan à Marrakech, on a toujours le Mamoun à Fès. D'accord. Ça va le triangle? Non, le triangle, le cercle. Non, il faut juste être concentré. Si on est concentré, c'est très logique. Donc la situation là, tout de suite, elle est comment? Bouffaris s'échappe de Marrakech, il va vers la montagne de Haut-Atlas, chez une tribu qui s'appelle Msfiwa, qui existe toujours. Et le conflit commence entre le Mamoun et Zidane. Qui était allié avec Jodar il y a quelques minutes. Absolument. D'accord. Et Zidane, qui monte vers le nord, qui attaque la ville de Fès, et il gagne la bataille, et le Mamoun s'échappe vers le nord-ouest, vers le Qasr al-Kbir, qui s'appelait Qasr Koutama à l'époque. Carrément, il traverse la mer et il va chez Philippe III, le roi des Espagnols, à lui demander de l'aide. D'accord. Pour retrouver son trône, et en échange, il lui promet de lui donner la ville de l'Arèche comme possession. Donc Philippe III accepte. Il prend la famille de Mamoun en otage. Il dit,
je ne te donne ta famille que si tu me donnes l'Arish. D'ailleurs, l'armée espagnole arrive, il arrive sur la côte. Donc il revient au Maroc avec des bateaux espagnols et des soldats espagnols. Absolument. Même une délégation de la ville de Fès va le voir avec des ulama, etc. Ils vont le voir pour lui souhaiter la bienvenue et puis de lui dire que nous sommes avec toi et que nous souhaitons que tu reprennes le trône de ton père. C'est toi le légitime, c'est toi que ton père avait désigné de son vivant, même s'il te l'avait enlevé, mais bon, etc. C'est contradictoire parce que la ville de Fès, les gens de la ville de Fès ont beaucoup souffert de la période où le Mamoun était khalifa de son père, puisqu'il abusait, il était pédophile, alcoolique, coléreux, etc. Et déjà pour reprendre le trône, quand il a pris la ville de Fès à son frère Zidane au début, vous savez, il emprunte l'argent de force à l'élite de Fès, parce qu'il a besoin d'argent. Il faut qu'il paie son armée. Et donc il impose, en quelque sorte, aux gens de Fès de payer pour qu'il retrouve son trône. Et c'est pas une chose facile. Mais en même temps, c'est toute l'ambiguïté qu'il y a dans cette période sur ces alliances et ces faits qui ont fait que la population trimballe entre trois prétendants. Des fois, ils sont avec celui-là, le lendemain, ils sont contre, ils insultent celui-là, le lendemain, ils le reconnaissent. Et c'est le cas de Marrakech également. Je veux dire, je passe sur beaucoup les détails. Par exemple, à chaque fois, quelqu'un qui rentre à Marrakech ou à Fès, je veux dire, il y a toujours la vengeance sur ceux qui étaient contre lui au début, ceux qui l'ont chassé. Il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres, bien sûr. Il y a toujours des règlements de compte après chaque épisode. Non, d'après ce que j'ai lu sur cette période-là, il y a eu des massacres, des actes de cruauté dans cette... Chaque sultan qui reprend le lieu, il massacre. Il règle ses comptes. Et ça complique encore plus les choses, puisque le massacre demande vengeance également. Donc, oui, c'est le cycle. C'est le cycle. On va rappeler que Bouffal, c'est toujours perdu, réfugié dans les hauteurs de l'Atlas, c'est ça? Les hauteurs de l'Atlas, dans la Msfiwa, exactement. Donc il s'échappe de Marrakech, il va à Msfiwa. Lui, il est plus dans le jeu, là. Non, il est écarté. Est-ce qu'il va revenir dans l'affaire ou non? Il va réapparaître. Sans spoiler la fin. Il va réapparaître parce que quand le Mamoun revient avec les Espagnols, les armées de Philippe III, qui venaient d'expulser les Morisques. Oui, bien sûr. Je veux dire, l'expulsion des Morisques, qui se dispatche partout, depuis le Maroc jusqu'en Syrie, Liban, même en Turquie. Bonne partie au Maroc, Tlemcen, Oran, Alger, Bjaïa, Qsentina, Tunis, je dirais, sont dispatchés partout. C'est un véritable drame vécu à ce moment-là et qui participe aussi à la complication de la situation déjà compliquée puisqu'on peut utiliser le terme de guerre civile des trois rois qui utilisent l'armée. Il y a l'armée professionnelle mais aussi l'armée composée des tribus et tout ce beau monde rentre en guerre à un moment où il fallait être unis parce que la géopolitique mondiale commençait à beaucoup changer. Mais c'est l'occasion toujours pour les Espagnols, pour les Portugais de reprendre les points sur la côte et bien sûr pour Philippe III, c'est une occasion en or de mettre pied de nouveau au Maroc, s'aligner le Maroc parce que l'ennemi intime pour les Espagnols à l'époque, c'était les Ottomans, puisque les Espagnols gouvernaient en Espagne, en Italie. Les Ottomans étaient en ce qu'on appelle aujourd'hui la Yougoslavie, donc ils étaient voisins. Et en Algérie aussi. Et en Algérie aussi. Donc le jeu entre les deux puissances était immense. Le Maroc, c'est un peu le petit poussier entre les deux, mais justement, c'est ça la grandeur de Mansour, c'est qu'il a réussi à se donner une image et à avoir une grandeur dans cette géopolitique de l'époque, et du coup de jouer plus ou moins à armes égales entre les deux grandes puissances, et de réussir cet exploit quand même de se faire en une sorte de petite puissance respectée par les deux grandes puissances. Mais comment les populations marocaines vont recevoir Mamoun avec des soldats espagnols? En tout cas, la délégation, dans la chronique raconte qu'une délégation de la ville de Fès avec quelques notables et des ulama on a même le détail, en tout cas ont été rendre visite à Mamoun à son arrivée pour lui souhaiter la bienvenue, qu'ils attendent son arrivée. Sauf quand ils reviennent, ils sont dépouillés par le Hiyaïna, en les accusant de composer avec le mécréant, l'ennemi, etc. Et donc les pauvres, ils ont été dépouillés juste à l'entrée de la ville de Fès, c'est la route Fès vers le nord, vers Tétouan. Hein. Donc les Hiyaïna, ils sont toujours là, ils reviennent dans l'histoire à plusieurs reprises. Où est-ce qu'ils débarquent même avec les bateaux espagnols? En Méditerranée ou en... en Méditerranée, pas loin de Tétouan. Et de là, ils tracent vers le Qasr el-Kbir. Et ils défait Zidane.
القصر الكبير, je veux dire, il n'y a pas encore Zidane, mais les populations locales étaient aussi au courant de ces histoires de succession, etc. Il y avait une sorte de neutralité entre guillemets, en attendant qui va gagner, puisqu'ils ne sont pas impliqués directement dans les batailles. Par contre, quand il rentre à Al-Qasr al-Kibir, et puis il envoie son chef d'armée demander à la population de l'Arish de vider la ville et de la donner aux Espagnols. Alors là, personne n'a accepté, ni à l'Arish, ni à Al-Qasr al-Kibir, et du coup, ça a provoqué une histoire terrible, parce que du coup, à ce moment-là, le Mamoun envoie son fils, Abdallah, pour déloger le gouverneur de Zidane qui était à Fès. Parce que Zidane, il a vaincu Bouffars. Bouffars, il est parti. Le Mamoun, il est en Espagne. Donc le terrain est vide pour Zidane, c'est lui qui devient le seul maître du jeu. Et donc il installe un gouverneur là-bas. Et le Mamoun, dans le triangle Qasr Kbir, l'Arish, Tétouan, envoie son fils avec une armée à Fès. Il est rejoint par Bouffars, qui était réfugié dans le Haut-Atlas. Il rejoint le fils de son frère, et donc ils composent ensemble et ils gagnent la ville de Fès et ils rentrent de nouveau dans la ville de Fès. Voilà de nouveau le retour de Bouffars avec le Mamoun dans le triangle nord-ouest entre Tétouan, Qasr al-Kbir et l'Arish. Et est-ce que les Espagnols prennent effectivement possession de l'Arish? Oui, la ville est vidée de sa population de force par l'armée de Mamoun et les Espagnols prennent possession de la ville, oui. Après, ils vont prendre possession de l'Mehdiya, après, de Jdida. C'est là qu'ils vont opérer un nouveau retour après leur expulsion entre la période des Ouattassides et avant les Saadiens. Donc on a un retour de nouveau de ces Espagnols et de ces Portugais qui lorgnent toujours sur la côte, soit côté méditerranéen, soit côté atlantique. On va finir avec le Mamoun. Le Mamoun a été tué à côté de Tétouan par les tribus de la région. Parce que finalement, ils en ont marre et de son comportement, et de ses agissements, et surtout sa composition avec les Espagnols. Oui. Donc il le tue sur place, lui, sa mère, quelques autres enfants. C'est pour ça que j'ai posé la question, j'imaginais pas qu'on puisse gouverner sereinement avec un tel démarrage. Quoi. Non, donc le Mamoun, ça y est, fini. Éliminé, tué à côté de Tétouan, on est en 1613. Donc combien de temps entre la mort de Ahmed Mansour et celle de le Mamoun? Oui. 10 ans. Voilà. 1603, 1613. Mais 10 ans catastrophiques, hein? Oui. Enfin, je veux dire pour la population. Oui. Parce qu'en plus des guerres de succession, de ce triangle terrible, de l'arrivée des Espagnols, on rappelle que c'était une période où le Maroc était traversé de calamités comme des épidémies. Et puis on n'est pas très loin de la Reconquista, c'est-à-dire l'expulsion des Andalous, 1492. C'est pour ça que cette histoire d'allergie qu'on a vis-à-vis de la chrétienté est liée à ce moment-là. La Reconquista ne s'arrêtait pas à l'Espagne. Oui. Elle continuait sur l'Afrique, et donc ils ont occupé de Tanger jusqu'à Tunis. Tout comme la conquête, vue de notre côté, s'est pas arrêtée à Tanger. Absolument. C'est-à-dire, on est rentré de l'autre côté, et quand on a été expulsés, ils sont rentrés de ce côté. Logique, puisque les nôtres, dans les manuscrits en arabe que les nôtres avaient écrits, ils appellent le détroit de Gibraltar Zouqaq. Zouqaq Zniqa. Donc, c'était rien du tout des deux côtés, et ça, c'est très ancien, même avant la période islamique. Le passage entre les deux, on a des rois. Je crois que c'est Yugurten ou Yugurta ou Massinissa qui est né là-bas. Son père était un général dans l'armée romaine. Là-bas, il est né là-bas, il a grandi là-bas, et puis il est revenu. Il est arrivé en Numidie, et là, on a fait voir de toutes les couleurs à César. C'est-à-dire qu'on a l'habitude aujourd'hui, comme tu le dis souvent, de regarder le passé avec les yeux du présent. Et aujourd'hui, entre le Maroc et l'Espagne, ce sont deux continents, deux cultures, deux mondes presque, on a envie de dire. Et à l'époque, non. Non, pas du tout. Une sorte de continuité dans tous les sens, et donc du coup c'est ce qui fait que le voisin intime ou l'ennemi intime, donc normal. D'ailleurs l'Espagne est toujours là, en Ceuta Melilla, il est là, il a toujours un pied à terre là, et ça expliquerait aussi comment, comme si ils avaient peur que c'est en les libérant, en les restituant au Maroc, ils avaient peur que les Marocains mettent le pied de l'autre côté. Même si aujourd'hui c'est très peu probable,
mais il y a quelque chose de psychologique lié à l'histoire et la psychologie de l'histoire. L'ennemi intime côté espagnol, c'est El Moro. C'est El Moro, le Mauritanien, l'ancien nom du Maroc aujourd'hui. Et pour rappel, dans la côté Valence et côté Andalousie, il y a beaucoup de régions pendant l'été, ils ont un grand festival qui s'appelle Los Cristianos et Los Moros, où ils restituent les batailles de l'expulsion des Los Moros par des parades, c'est une sorte de festival avec des parades, etc. Et ils font carrément un simulacre de bataille. Le matin, c'est les Moros qui gagnent, et l'après-midi, c'est les chrétiens, comme ils s'auto-appellent, qui gagnent grâce à l'intervention des chevaliers blancs. Il y a tout un mythe sur le chevalier blanc. C'est toujours, surtout à Valence, dans la région de Valence, c'est très fort. Et jusqu'en 1995, ce festival se terminait par l'acte de brûler une poupée qui représente le prophète Mohammed. Jusqu'en 1995. Et avec les transformations mondiales, le début du terrorisme, les attentats, etc., ils ont dit, oh là là, si on continue à faire cela, on risque d'attirer les problèmes des musulmans. D'ailleurs, c'est plus un problème avec nos voisins, les Moros, oui, ça va devenir un grand problème. Et donc, ils ont éliminé du cérémonial ce rituel de brûler la poupée qui représente le prophète Mohammed. Mais les festivités continuent toujours, et c'est une attraction touristique immense, parce que les gens s'habillent, soi-disant, en habits d'époque. Donc, je veux dire, c'est un carnaval, une sorte de carnaval, festival, et puis c'est très touristique, ça attire beaucoup de monde et beaucoup d'argent. Donc le Mamoun finalement aura payé de sa vie cette alliance malheureuse avec ce que tu appelles l'ennemi intime, et il termine mal. Voilà, il termine mal, il reste sur la scène Bouffers et Zidane. Non, alors, pardon, il y a un anachronisme que j'ai fait, parce que Bouffers est mort avant le Mamoun. Parce que j'ai dit, Bouffers s'était réfugié dans le Atlas. Quand le Mamoun revient d'Espagne avec l'armée espagnole, il envoie son fils pour faire le nécessaire et reprendre la ville de Fès à Zidane. Bouffers rejoint le fils de le Mamoun à Fès, et ça en est en 1609. Sauf qu'une fois ils ont gagné, ils commencent à se disputer. Bouffers dit, non, c'est moi le roi, non, moi je suis le fils du roi, c'est mon père qui est le roi, et le fils de le Mamoun tue Bouffers. D'accord. Nous sommes en 1609. Donc Bouffers tué par son neveu en 1609 dans la ville de Fès. Le Mamoun tué par les gens de la zone, de la région là, du secteur de Tétouan, parce que les gens en avaient marre de son comportement, y compris sa connivence avec les Espagnols. Nous sommes en 1613. Zidane gagne à la fin. Non, il reste tout seul sur scène. Mais c'est pas gagné. Parce qu'à ce moment-là, nous avons quelqu'un qui nous arrive du Tafilet qui s'appelle Abou Mouhalli. Un savant, un mystique, et qui commence à se prendre pour le Mahdi al-Muntadar. Rien de nouveau sous le soleil. Il s'appelle Abou Mouhalli, c'est comme ça qu'elle est connue dans les chroniques. D'ailleurs, sa particularité, c'est qu'il aimait le tabac, fumer. Et bien sûr, il veut légaliser cela. Donc, il embête tous les ulama du Maroc, d'Algérie, d'Égypte. Il écrit partout. Est-ce que c'est légal ou illégal? Et dès que quelqu'un lui dit non, c'est haram, il s'énerve et il essaie de démontrer. D'ailleurs, c'est un indice historique sur l'entrée du tabac au Maroc. Ce vient d'Amérique, non? Non, ça vient juste de l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, en Tunisie, ils appellent ça tekrouri. Tekrouri par rapport à ce tabac, qui n'est pas le kif, qui est une autre plante. Donc on a deux plantes, le kif, avec son histoire depuis au moins la période des Fatimides. On a eu ça avec le professeur Khalid Mouna. Qui nous a consacré un podcast sur le cannabis. Mais le tabac, ce qu'on voit aujourd'hui dans les cigarettes, vient de l'autre côté du Sahara. Et je crois que peut-être, si on a le temps pour l'anecdote, comment ce tabac arrive, c'est que pendant la préparation de l'entrée de l'armée de Mansour à Timbuktu, il avait beaucoup d'échanges avec les sultans de la région, de Gao, de Timbuktu et d'autres régions dans la zone entre le Mali et le Niger aujourd'hui. Et on lui envoyait des cadeaux. L'envoi des cadeaux entre les souverains, c'était une tradition. Et du coup, d'ailleurs, c'est là qu'on lui a envoyé l'éléphant comme cadeau à Al-Mansour. Et les gens qui ont amené l'éléphant ou les éléphants, je ne sais plus s'il y en a un ou plusieurs, étaient des fumeurs de tabac. Et c'est comme ça que l'introduction de cette plante qui n'est pas le kif, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui Tibre ou Tabara, est arrivée au Maroc. Et donc ça se diffuse. Il y a
procédé d'imitation. Ici, Boumahalli a trouvé son bonheur dans cette nouvelle plante qui n'est pas le kiff, mais en même temps qui n'a pas les mêmes effets. Et du coup, il cherche à la légaliser. Il a écrit sur ça. On a un bouquin qui était sur... Il veut absolument que les ulama lui disent c'est halal. Les ulama en général, tout ce qui est nouveau, c'est haram, point à la ligne. Donc, il ne cherche pas à midi à 14h. Mais il cherche à légaliser par tous les moyens. En tout cas, il réussit sa prouesse dans le tafilalt. Oui, enfin, il veut le pouvoir aussi. Il ne veut pas que le tabac. Non, il a commencé d'abord par le tabac et ensuite il a pris la question du pouvoir parce qu'il commence à prendre le Mahdi al-Montadar. Il gagne le gouverneur de Tafilalt qui était le gouverneur qui représente Zidane. Bien sûr. Il gagne, donc du coup, ça marche. Nouvelle menace. Nouvelle menace, succès. Il reçoit la reconnaissance. Même les gens de Tlemcen qui étaient côté turc, ils le reconnaissent et ils viennent adhérer à lui. Ce qu'on appelle aujourd'hui Saourat, Touat, qui était du côté qui faisait partie du Tafilalt adhère. Ensuite, les gens de Draa adhèrent, tac, il traverse l'Atlas et il arrive à conquérir Marrakech et il rentre à Marrakech. Et le voilà sultan. C'est là que notre Zidane s'échappe à la ville d'Asfi. C'est là qu'il amène sa bibliothèque avec lui. Alors, on a deux versions. Il loue les services d'un bateau espagnol pour le transférer vers le sud, c'est-à-dire il veut aller vers le Sousse. Sauf que le bateau loué prend la direction du nord et il part en Espagne. La seconde information dit non, c'est des pirates qui ont piraté le bateau loué. Du coup, ils l'amènent vers l'Espagne. Et cette bibliothèque se trouve aujourd'hui à l'Escurial, en Espagne. Il y est toujours. C'est une bibliothèque, excuse-moi. Quel type de... Bibliothèque royale. Non, c'est des livres personnels. Des livres, mais des correspondances aussi, les archives de l'administration voilà, de l'État. C'est bien ce que je dis. Donc il y a des documents officiels, pas seulement des livres de... Bon, des bibliothèques, une sorte de bibliothèque archive. D'abord les bouquins, les ouvrages, la bibliothèque personnelle du roi, le Mansour, peut-être ses prédécesseurs, c'est-à-dire... Et les archives. Et les archives personnelles, les correspondances, les envois, les retours, etc. C'est-à-dire toute l'histoire de l'État. Alors malheureusement, je ne sais plus quelle année, les Espagnols ont déclaré qu'à un moment donné, je crois que c'était dans les années 20, en quel moment... Cette bibliothèque a subi un feu, donc il y a une partie qui a brûlé, malheureusement, mais elle est toujours là-bas. Et d'ailleurs, petite parenthèse toujours pour faire référence à nos podcasts, cette bibliothèque est évoquée par Madame Leila Mziane, puisque Moulay Ismail va essayer de la récupérer et de l'échanger contre des otages que les pirates capturaient sur les mers. Effectivement, j'allais évoquer Moulay Ismail qui a essayé de la récupérer sans succès dans l'échange de cette histoire. Mais il est toujours là, bon, il est à disposition des chercheurs. Le problème pour nous, c'est que bon, pour la consulter, il faut aller jusqu'en Espagne, combien de budget, combien de visas, etc. C'est pas facile. Mais peut-être avec l'évolution... Justement, avec l'évolution des mentalités, de beaucoup de choses, j'espère que l'une de nos institutions fasse le nécessaire et je crois que les Espagnols ne diraient non pour la numériser, obtenir une copie, comme nous sommes en train de faire pour les archives de la période coloniale avec la France et l'Espagne, c'est-à-dire avoir des copies numérisées pour qu'on puisse en profiter et en bénéficier pour le bénéfice de la recherche marocaine et du Maroc dans son ensemble. Donc c'est à ce moment-là que Zidane perd. Donc Zidane est à Asfi. Il part vers le sud, vers le Sousse, et il demande de l'aide à l'un des puissants chefs de Zawiya dans la région, dans la montagne de Taludant, qui s'appelle Ben Abd el-Moun'im el-Hahi. Il a sa zawiya dans la montagne de Taludant. Donc Zidane n'a plus d'armée, n'a plus de puissance. Son armée a été défaite qu'il avait sous la main par ce Boumahalli qui prend Marrakech. Alors ce Boumahalli, c'est un phénomène aussi, paraît-il. Il se marie avec l'une des femmes de Zidane et il lui fait un enfant qu'il appelle Zidane. C'est genre, comment dirais-je, une sorte de vengeance personnelle ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a quelque chose d'anormal et d'inhumain dans ce qui va se passer, puisque ce bonhomme qui se prenait pour le Mahdi al-Montadar, mystique, savant, il a fait des études, on a ses références un peu partout, surtout dans la région de Moulay Bouazza, dans le Moyen Atlas, chez un grand savant de l'époque qui s'appelle Ben Mbar, qui passe aussi par la ville. Il est étudiant, ce Boumahalli, il était FS étudiant, jeune étudiant, il disait j'étudiais la grammaire uniquement de la langue arabe au moment de la bataille de Oued el-Makhazin. Parce qu'il écrit un peu sa biographie, dont il nous a laissé beaucoup de livres.
Pendant la bataille de Lyon, il avait peur, il a pris la peur, il avait la trouille et il s'échappe de la ville de Fès. Et puis après le gain de la bataille, on retourne pour compléter. Après la grammaire, elle va passer à Al-Fiqh. Donc, Abou Mahalli prend de nouveau Marrakech. Donc on a dit le Mamoun terminé, Boufars terminé, mais l'État, ça y est, il est devenu faible. Et c'est à ce moment-là qu'on utilise déjà un terme qui s'appelle Siyeb. Fès devient Saïba. Mais ça ne veut pas dire ruina, ça ne veut pas dire le bordel, non. C'est-à-dire que c'est des gens élus qui gouvernent la ville face, et le mot est utilisé dans les documents de l'époque, on est encore loin de la période alaouite. Dès qu'il y a un affaiblissement du pouvoir central ou des problèmes du pouvoir central, les gens se prennent en charge eux-mêmes et essayent de se gouverner pour mettre de l'ordre, pour organiser la vie, et surtout le quotidien, et surtout le commerce, le capital de la ville. Je veux dire, il y a de l'industrie, s'il n'y a pas de commerce, la ville meurt puisqu'il a besoin de manger. C'est les tribus de la région de Fès qui lui fournissent du Moyen Atlas, du Rif, du Jbala, etc. Et puis ils ont besoin aussi de vendre leurs produits qu'ils fabriquent, textiles, cuir, etc., etc. Donc si les gens ne s'organisent pas, c'est après surtout beaucoup de batailles, de guerres, de succession, le Mamoun, Zidane, etc. La ville en prend sur ses grades puisque le commerce... Fès est en autogestion. Comme beaucoup d'autres régions. Mais dans le cas de la ville de Fès, les chroniques de l'époque parlent de la gouvernance de Siyeb, c'est-à-dire les gens qui s'autogèrent. Et ça nous incite à mieux gratter sur cette notion de Siyeb que la recherche coloniale avait fait de dichotomie historique, structurelle de la période alaouite et qui est spécifique à la période alaouite, c'est faux. Et ce n'est pas la première fois qu'à l'époque alaouite, quand il y a une vacance de pouvoir ou un problème de succession, de conflit entre les prétendants, ce n'est pas le seul cas, puisque cela a eu chez la période saadienne. Cela a eu aussi lieu à l'époque des Mérinides. Chaque fin de dynastie se termine toujours par ces histoires de plusieurs prétendants, de désordre et d'autogestion pour régler pour faire tourner le problème. La vie. Et continuer le fonctionnement de la vie, oui. Laissons Fès de côté, revenons à la fin, quoi. Il nous faut une situation stable à la fin de cette histoire, c'est-à-dire entre Zidane et Boumahalli, le fumeur, pardon. Le fumeur, qui nous vient de Tafilalt, absolument. Le fumeur, Mehdi Montsadar de Tafilalt. Zidane demande l'aide à ce puissant chef de Zawiya qui est très influent dans la région du Souci de l'Anti-Atlas. Il remonte à Marrakech. D'ailleurs, il y a un échange de correspondance avec Abou Mahalli extraordinaire où il y a plein d'insultes, mais dans un arabe classique que personne n'arriverait à comprendre aujourd'hui avec des renvois, des shortcuts. Vous avez ça, vous les historiens? Oui, on a la matière. Donc ils s'insultent oui, par lettres, etc. Et même, paraît-il, ils se sont connus jeunes étudiants à Fès. Donc il y a un passé commun entre les deux. C'est extraordinaire à lire cette correspondance très longue. Des échanges de lettres à l'époque de 4, 5, 6 pages, même 10 pages, etc., avec beaucoup de gymnastique linguistique pour montrer que je connais, je sais mes classiques, etc., y compris des renvois par vers poétique. Ils peuvent citer Mro al-Qais ou le Moutanbi, etc., pour dire un message. C'est malheureusement des choses qu'on n'apprend pas au Maroc parce qu'on nous enseigne une langue arabe du Moyen-Orient, comme si nous, on n'avait pas de langue arabe, alors que quand même, c'est nous qui avions fait la grammaire de cette langue, d'ailleurs, historiquement, jusqu'à l'arrivée de l'école moderne. Pour dire la grammaire au Maroc, on dit l'ajromiya par rapport à quelqu'un qui s'appelle Ibn Ajrom Snahaji, qui est né à Fès. Très bien. Alors, laissons la grammaire de côté et revenons à... Est-ce qu'il va y avoir une bataille? Abdelmounem al-Hahi gagne la bataille. Oui, il y a une bataille. Il traverse le Haut-Atlas, il arrive vers Marrakech, il se bat à Guiliz et la petite montagne en face de Marrakech. Il arrive par Emin Tanout, il arrive à Abdelmounem al-Hahi et il bat l'armée de Boumahalli à Guiliz et Boumahalli, il est tué. Il est tué et sa tête est suspendue sur les remparts de la ville de Marrakech. C'est comme ça se termine l'histoire de ce prétendant qui vient de nulle part et qui a perdu. Sauf qu'Abdelmounem al-Hahi se plaît à Marrakech, il s'installe. Bien sûr. Mais... On la sentait venir. Mais bon, finalement, Zidane... il a laissé Zidane. Et Zidane lui écrit, le supplie, etc. Donc, il cède la place à contre-cœur, mais Zidane, il est là, il est coincé, il n'a plus d'armée, il n'a plus de puissance, il n'a plus... etc. Et notre Zidane, il meurt, lui, en 1628. Après combien d'années de règne?
disons, si on admet qu'il commence en 1603, ça fait 25 ans. D'accord. Mais 25 ans, entre copie de conflit avec son premier frère qui est mort en 1609, le deuxième frère qui meurt en 1613. Entre 1613 et 1928, il affronte notre Abou Mahalli. Mais entre Abou Mahalli, à peu près, nous sommes en 1618, si mes notes sont bonnes, 1618 ou 1620. Après, il est sultan, mais il n'a aucun pouvoir, il n'a pas d'armée, puisque Abdul Mun'im al-Hahi, qui était derrière sa victoire pour revenir sur le trône, est devenu le maître du jeu. Sauf à ce moment-là, nous avons un autre chef de Zawiya qui apparaît dans l'anti-Atlas, à Tazrawalt exactement, c'est le fils de Sidi Ahmadou Moussa. On entend beaucoup parler de Sidi Ahmadou Moussa, les gens de Sidi Ahmadou Moussa qui font les acrobates de Sidi Ahmadou Moussa, et bien c'est son fils Abou Hassan Smlali, surnommé Boudmi'a, qui apparaît sur scène et qui rentre en conflit d'abord avec Abdul Mun'im al-Hahi et qui se déclare sultan. Nous avons Zidane qui meurt en 1628, son fils prend le pouvoir, mais les sultans saadiens deviennent une espèce de gouverneurs de la ville de Marrakech. Leur pouvoir se réduit géographiquement. Se réduit géographiquement, ça y est, c'est terminé. Même les gouverneurs, quand il en a, et leur pouvoir se limite à des petites villes. C'est la période dite de Siba, c'est-à-dire les gens s'autogouvernent un peu partout. Et c'est là qu'on va avoir deux nouveaux pouvoirs qui vont émerger et qui vont avoir de l'ampleur sur les deux parties du Maroc. À peu près le Mrabia constitue toujours une sorte de frontière naturelle entre la capitale du Nord et la capitale du Sud. On a Bouhassoun Smlali Boudmi'a qui va apparaître à Tazrawalt et qui va se constituer en État et qui va rentrer dans des relations commerciales avec la Grande-Bretagne. Et là, on a beaucoup de correspondances et d'échanges, etc. Et la deuxième puissance qui va émerger dans le Moyen Atlas, par une Zawiya aussi, qui s'appelle Zawiya de Laïa. Pour rappel, pourquoi ces Zawiya apparaissent sur la scène, la mobilisation pour Ouad al-Makhazin avec la vacance de pouvoir et la lutte pour le pouvoir, etc., c'est les Zawiya, les Zawiya existaient, mais ils faisaient leur rôle dit religieux, mystique, d'éducation, d'enseignement, pas plus. En cas de vacances, dans ce cas de vacances, c'est là qu'ils apparaissent comme une puissance qui peut mobiliser les tribus pour défendre le territoire du Maroc, et c'est là que leur rôle apparaît avec le Ouad al-Makhazin, parce que c'est eux qui mobilisent les tribus de bout en bout. C'est pas c'est pas le pouvoir qui se dispute le pouvoir entre un sultan qui était en place et un autre sultan qui le concurrençait et chacun cherchait sa légitimité. Dès que le Mansour s'installe, les Zawiya reviennent de nouveau à leur métier d'origine. À la religion. L'enseignement, surtout l'enseignement, le mysticisme, etc., etc. Ils ne se mêlent plus de politique. De nouveau, ils vont apparaître avec cette nouvelle vacance de pouvoir et ils vont se constituer carrément en État. Malheureusement, on ne parle pas beaucoup de ces deux pouvoirs. Et les deux, une au sud et une au nord, se disputaient Tafilalt, où apparaissait une petite Zawiya également, qui était là, Moulay Ali Sherif, et donc du coup, au début, ces deux puissances se disputent le Tafilalt. Moulay Ali Sherif cherchait la protection de l'un contre l'autre. Des fois, il compose avec celui-là, et l'autre fois, il compose avec celui-là. D'ailleurs, dans cette zone aujourd'hui, c'est entre le fleuve Dra, le Dadz, le Teudra, et le Ziz, c'est une zone frontalière flottante entre les deux puissances, celle qui était au sud et celle qui était au nord. Je disais au début que l'État smlalien commence à avoir des relations commerciales avec la Grande-Bretagne par l'Atlantique, et donc il y a un échange de procédés, y compris les représentations de l'un et de l'autre sur les différents territoires, les intérêts des uns et des autres des deux côtés. Les Délaïtes signent un premier contrat avec ce qu'on appelle les Pays-Bas, qui étaient encore, ils avaient un nom, les États libres ou les États-Unis ou quelque chose comme ça, avant de se constituer en Netherlands. Et d'ailleurs, la Hollande, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, une dizaine d'années, avait fêté l'événement des 500 ans, je crois, du premier traité entre le Maroc et les Pays-Bas. C'était la dynastie des Laïcs qui avaient gardé leur capitale, comme d'ailleurs pour les Smlali qui a gardé Tazrawalt comme capitale. Là, la capitale de Delaïyin, c'est Aït Ishaq à côté de Khnifra aujourd'hui, mais tout en gouvernant tout le nord du Maroc, c'est-à-dire jusqu'à la Méditerranée, y compris la ville de Fès, la ville de Salé, qui faisait partie de leur domaine, mais ils ont gardé leur capitale à Ishaq. Voilà la suite de cette
de la fin de la dynastie saadienne, l'émergence de deux grands pouvoirs et d'un tout petit pouvoir. Qui va grandir. Et puis finalement, c'est le petit pouvoir, le petit poussé qui va donner taper une nouvelle dynastie. Dans les deux sens et qui va nous donner la dynastie qu'on appelle aujourd'hui les Alaouites par rapport à Moulay Ali Sherif. Mais au début, il s'appelait aussi, par rapport à territorialement, la dynastie filélienne par rapport à son lieu d'origine, le Tafilalt. Alors, pour terminer, une dernière question. Comment est-ce qu'on peut comprendre toute cette histoire? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Eh bien, si on veut revenir à notre historien Ibn Khaldoun, qui a écrit Kitab al-Ibar, le livre dit leçons, l'histoire ne se reproduit pas. C'est question de leçons. Et pour rendre justice à quelqu'un qui est un peu mal vu dans l'histoire du Maroc, c'est le sultan Moulay Hafid. On en avait parlé, on a évoqué son lutte avec son frère Abdelaziz. Finalement, il a fini par signer le protectorat et même il a abdiqué pour partir. Et bien, il nous a laissé un livre qu'il a appelé Da'ul Atabi Qadim. Comment peut-on traduire cela? Le mal est ancien, en quelque sorte. Et bien, il évoque ce conflit entre les enfants de Mansour comme l'origine du désastre du Maroc. C'est-à-dire qu'au moment où il va signer le protectorat avec la France, donc en 1912, il fait un livre où il situe l'origine à cette période-là. Oui, il remonte à cette période-là pour expliquer, si on peut utiliser le terme de décadence. C'est à ce moment-là, le problème de succession qui se pose avec la mort d'Al-Mansour, que la décadence du Maroc commence. Quand les Alaouites arrivent, ils ne font que gérer la décadence en quelque sorte selon ce livre, parce qu'on va avoir le même scénario qui va se reproduire. C'est l'analyse de Moulay Hafid lui-même. Lui-même, c'est ce qu'il écrit dans ce livre Da'ul Atabi Qadim. Il est disponible sur Internet en PDF, je veux dire. Et puis, grâce aux archives qu'il a trouvées, il a trouvé des archives, des correspondances. Donc il a fait des recherches. Il a trouvé des correspondances d'Al-Mansour avec ses enfants, les enfants entre eux, il publie tout cela, je veux dire en annexe, il publie tout ça, il dit mais regardez, il ne faut pas m'en vouloir à moi. J'ai signé, mais le mal était profond. Mais le mal était profond. D'ailleurs, la guerre des successions entre les enfants d'Al-Mansour, c'est pas la dernière fois. On va avoir une nouvelle guerre civile pareille, avec les enfants de Moulay Ismaïl, de 1727 à 1757, pendant 30 ans. 3 ou 4 ou même peut-être des fois 5 de ces enfants se disputent le pouvoir. Meknès, Fès, Tafilalt, Marrakech, Tétouan. Je veux dire, pareil, presque le même scénario qu'avec les enfants ici-là, qu'on se rend compte que cette armée neutre, non tribale, que le Mansour avait mis en place. Sur le modèle ottoman. Que le Moulay Ismaïl avait repris avec ce qu'on appelle le Bakhr. Il est devenu... Encore sur le modèle ottoman. Sur le modèle ottoman. C'est les janissaires qui ont, assassiné l'Empire ottoman. Et c'est cette armée non tribale qui n'a pas d'attache, qui devient arbitre et qui fait en faillite toute la dynastie saadienne. Merci pour tous ces éclaircissements. Podcast consacré à la guerre, à la succession compliquée de Ahmed Mansour, dit Ahmed Mansour Dahabi. Podcast suffisamment complexe pour que pour la première fois, depuis que nous nous fréquentons, je vois Mustafa Kadeli avec un cahier sous les yeux, des notes et une paire de lunettes. C'est dire à quel point nous sommes allés loin aujourd'hui ensemble. Merci pour votre attention. Partagez ce podcast si vous l'aimez. Et si vous l'aimez pas, partagez-le quand même parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Allez, au revoir. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.